Tout le monde rêve de vacances inoubliables vers une destination lointaine, exotique, romantique ou simplement reposante. Pour certains voyageurs, cela peut être l'expérience d'une vie. Et on avait décidé de faire un trek d'une semaine dans le Cachemire qu'on a préparé. Mais tous les préparatifs du monde ne garantissent pas la réussite du voyage. On finit par éclater le pneu et notre seul pneu de rechange, c'est un pneu qu'on a acheté un peu plus tôt dans le désert. Un voyage qui peut tourner à la catastrophe. Il y avait de l'eau partout, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'électricité et il n'y avait pas Internet. Tous ces voyageurs s'apprêtent à passer des vacances d'enfer. Partir en toute liberté et traverser une partie du globe, rouler pendant des jours avec l'objectif de repousser ses limites sans crainte du lendemain. C'est le voyage un peu fou qu'ont voulu faire Laure et Aurore, deux cousines baroudeuses. L'année dernière, elles se sont lancées un défi, faire le trajet Paris-Yokohama au Japon avec un tout petit budget. Une route de 12 000 km qui les amènera à traverser notamment le Kazakhstan et la Mongolie. Avant le départ, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on aimerait bien réaliser l'objectif d'aller au Japon. Voyager dans ces conditions-là, avec une voiture à 600 € qui, de toute façon, est sur sa fin de vie, qui a tout juste eu le contrôle technique, en partant avec de 2000 € dans les poches pour 3 mois et en se disant « allez, ça passe ». Même pour ces aventurières aguerries, une telle expédition n'est pas sans risque. Les deux jeunes filles en ont bien conscience. Le premier obstacle auquel on pense, c'est la caisse de l'Axantia, qui va survenir à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas quand, parce que de toute façon, le but est de la tuer avant le bout du voyage, si possible au bout du voyage. Après, il y a le risque de traverser des zones, parce que dans tous les cas, on va traverser des zones dangereuses, en tout cas réputées dangereuses en Europe, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer là-bas, qui est-ce qu'on va rencontrer sur la route, comment vont se conduire les gens. On va dans des pays qui sont culturellement très différents du nôtre, et on ne parle pas, quand on parle 50 mots de russe, ce qui ne va pas nous amener très loin en théorie. Après 1 mois et demi sur les routes européennes, les deux voyageuses ont déjà parcouru plus de 5000 km et traversé une douzaine de pays pour finalement arriver au Kazakhstan, un immense pays bordé par la mer d'Aral. La steppe. C'est plat. C'est plat. La première impression du Kazakhstan, c'est la steppe. La steppe à perte de vue, c'est plat. Il y a des chameaux. Il y a notre premier chameau à l'entrée du Kazakhstan. Ouais. On s'est arrêté, on l'a bien regardé. On l'a pris en photo. Et à un moment, on est en train de rouler. Simplement, au moment où on arrive vers le Kazakhstan, on est en train de rouler sur quelque chose qui est annoncé comme une autoroute, sur Google Maps et sur toutes les cartes. Et on roule sur une grande route bitumée. Bon, c'est une autoroute chez eux, ça ressemble à une départementale chez nous. Et tout d'un coup, je vois un panneau qui tourne dans le désert avec écrit « Astrakhan à gauche ». Bon. Et je vois vaguement des traces dans le désert. Non, c'est pas possible, la route bitumée continue. Oui. Je continue à rouler, je roule. Et la route s'arrête. La route s'arrête, se coupe. Et devant, c'est le désert. Et on a quand même fait l'aller-retour 2 ou 3 fois avant de comprendre qu'effectivement, c'était dans le désert. On se dit que, c'est un petit passage de piste. Et derrière, il va y avoir de nouveau cette route bitumée, propre. On se dit pas qu'il y a 200 km de pistes, de sable, pour relier deux énormes villes. Les filles n'ont pas le choix. Pour traverser le Kazakhstan et atteindre la Mongolie, elles doivent emprunter cette piste. Mais au bout de quelques kilomètres, la chaleur et le mauvais état de la route mettent la vieille voiture à rude épreuve. Je pense qu'à ce moment-là, on est sereine plus ou moins parce que la voiture est en train de chauffer. Moi, je commence à me rendre compte qu'il y a une fuite hydraulique au niveau d'une pompe qui relie sur ces voitures-là le liquide de direction, les freins et les amortisseurs. Les amortisseurs sont vraiment utiles dans le désert. Autant la direction et les freins, on peut s'en passer. Les amortisseurs sont vraiment utiles. Ce sont des voitures qui montent et qui descendent. Et on était bien content d'avoir la possibilité de faire monter la voiture. On la perd à peu près à l'entrée du Kazakhstan. Mais en fait, la route est détruite. C'est plus que du gravillon, c'est tombé en poussière. En fait, on roule là-dessus et ça tape. Et les gens... Il y a des nids de poules partout. Voilà, et les gens ne roulent plus sur la route. Les gens roulent sur les côtés de la route où des pistes se sont créées en réalité. Clairement, on est en train de bouger dans la voiture, c'est... On est très secoué, il y a énormément de bruit. Super désagréable, et ça fait des heures que c'est comme ça. Laure, elle commence à
perdre patience. Donc moi, j'en peux plus, ça bouge dans tous les sens, on se prend des chocs de partout. Voilà, et on finit par se déconcentrer en fait. Enfin, on fait plus trop attention à la route. Je vois, on se fait doubler par un semi-remorque qui roule à 90 et je me dis que je peux appuyer comme lui. Et j'appuie et Aurore me dit non, ralentis. Et je fais allez, vas-y, ça passe. Et à un moment, il y a un trou d'1,50 m devant nous et je ne le vois pas, je le vois beaucoup trop tard, j'ai plus de frein dans tous les cas, plus suffisamment pour m'arrêter à temps. Et je tape l'avant de la voiture saute, on retourne de l'autre côté. C'est quand même un gros impact, bien secoué. Et en fait, je descends et je vois qu'on n'a plus de radiateur. On a juste plus... On a arraché tout le devant, quoi. On a arraché tout l'avant. Je pense qu'à ce moment-là, je suis tellement fatiguée que je réalise pas bien les implications du fait de ne plus avoir de radiateur et de refroidissement dans le désert. Je suis pas au stade où je le réalise, je suis au stade où bon, viens, on raccroche l'avant, on le fera réparer un jour, enfin quand on pourra, si on peut. Elle roule encore, la voiture roule encore, tant que ça roule, tant que le moteur tourne, c'est bon. Même si le moteur fonctionne encore, pour éviter de rester coincées dans le désert, les filles doivent faire une réparation d'urgence. Choquées et fatiguées, elles vont heureusement trouver une aide providentielle. Là, on croise quelqu'un qui nous aide en fait à raccrocher l'avant de la voiture avec un fil bien solide, quoi. Enfin, une corde bien solide. On avait de la corde d'escalade sur nous qui nous a servi à ce moment-là, en fait, pour raccrocher la voiture. C'est ça. Et il nous indique vaguement, dans mon souvenir, en kazakh ou en Dieu sait quelle langue, on comprend qu'il y a un garage plus loin. Qu'on devrait éventuellement faire réparer ça, quoi. Grâce à cette réparation de fortune, les filles peuvent reprendre la route, mais pas pour longtemps. On se retrouve à faire des pauses tous les 10 km en balançant ce qui nous reste d'eau dans le moteur. C'est ça. Mais en fait, ce que je ne vois pas tout de suite, c'est que au début, j'ai l'impression que le radiateur marche encore, en fait, que c'est juste qu'il s'est vidé de son eau, mais que ça va. Et en fait, non, le radiateur est complètement brisé, mais je ne me rends pas forcément compte tout de suite. Donc je dis, de toute façon, en faisant des pauses, pour le moment, on va rouler jusqu'à trouver une grosse ville. Et on finit par éclater le pneu, et notre seul pneu de rechange, c'est un pneu qu'on a acheté un peu plus tôt dans le désert, qui est complètement méché, qui ne marche plus, en fait, qui est pourri. Et on s'arrête sur le bord de la route pour changer le pneu. Et là, il y a des gens qui s'arrêtent pour nous donner un coup de main, pour voir ce qui va pas. Voilà, et eux nous disent ok, on va au garage. Enfin, vous devez faire réparer, vous pouvez pas continuer. Ils ne nous posent pas la question, ils prennent le volant de la voiture, ils nous montent dans leur voiture de mouvement de force, et hop, et ils nous emmènent au garage, quoi. Le garagiste propose de réparer le radiateur en échange d'une centaine de $. Les cousines acceptent sans hésiter, car elles ne sont qu'à la moitié de leur périple et elles comptent bien pousser leur vieille voiture jusqu'au bout de ses possibilités. On se dit, échappée belle. Ouais, au moment où on reprend la route, pour moi la voiture est réparée, ça va aller. On a dormi et mangé chez l'habitant, on est bien. Et donc, au moment où on repart, la vie est belle. À ce moment-là, la vie est belle. On s'est reposé et la voiture va mieux puisque elle a plus son radiateur qui traîne voilà, par terre. On a même de la clim. La vie est magnifique. La clim, quoi. La clim est revenue, le radiateur est réparé. Voilà, ça tabasse parce qu'il n'y a pas d'amortisseur, mais après tout, qu'est-ce que c'est des amortisseurs dans la prochaine route, la prochaine ville, on remplira ça, quoi. Les problèmes mécaniques accumulés ces derniers jours semblent derrière elle à présent. Aurore et Laure décident donc de profiter un peu des charmes de la région. On se dit que, on va aller se détendre à la mer. Déjà, premier projet de détente depuis un petit peu longtemps. Enfin, on était venus pour ça, à la base. On n'était pas venus pour réparer la voiture tous les 500 mètres. Donc on est plutôt bien. Le problème, c'est que entre la route officielle qui va jusqu'à Almaty et la mer d'Aral, il y a 50 km de piste. Voilà. De nouveau. De nouveau, de la piste. Donc au bout d'un moment, on finit par trouver une piste qui mène à la mer. On bifurque dedans. On est en train d'avancer. On croise des gens avec une barque en plein milieu du désert. Et ces gens-là nous arrêtent pour nous demander de l'eau, ce qui se fait beaucoup. Il nous reste 3 litres d'eau. Et on discute. Je fais, est-ce qu'on leur donne? Ah ouais, non, mais ça se fait pas. De toute façon, la voiture tiendra. De toute façon, on n'est pas si loin. Oui, on est à 30 km de la ville. Donc, on leur donne la moitié de nos réserves d'eau. Il nous reste plus qu'1 litre. Ce qui est trop peu, beaucoup trop peu. C'est stupide. Mais on s'en rend pas compte à ce moment-là. On continue à avancer. Et là, on va vers la mer. Et je me rends compte trop tard qu'en fait, c'est... La piste ne s'arrête pas avant de rentrer dans l'eau de la mer. Voilà. En fait, la piste va dans la mer. Donc, on se rend pas compte avant qu'il soit trop tard qu'on a les 2 roues avant dedans et qu'on est bloqué, en fait. On est dans la boue, quoi. Je passe la marche arrière et ça rentre pas. Ouais. Ça rentre pas, je vois que ça patine.
voilà, pendant près d'1 heure, on essaye, puis au bout d'un moment, on en a marre, on se dit qu'on va aller se baigner quand même. Et qu'on verra ça après. Et qu'on verra ça après, parce que il y a un moment, il faut savoir se détendre. Et on voit une bande de gars arriver avec une sorte d'énorme camion, une sorte de semi-remorque blindée bizarre de l'armée, qui viennent se baigner aussi. Donc ils nous voient, ils nous font signe. Eux, ils parlaient pas du tout. Je pense qu'ils parlaient ni anglais ni russe. Eux. Donc ils nous font, par langage des signes, ils nous expliquent qu'ils vont nous désenliser, mais qu'ils vont se baigner d'abord. Donc on va tous se baigner. Après une courte baignade dans une eau plutôt boueuse, les pêcheurs tractent la voiture des 2 Françaises pour la sortir de la boue. Soulagées, elles pensent pouvoir profiter de ce moment de détente au bord de la mer d'Aral en toute sérénité. Donc on arrive à sortir de la voiture, on est soulagé, on se dit oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a eu de la chance dans un désert comme ça, il y a eu quelqu'un qui est passé. Donc on est vachement soulagé. Et puis pour moi la voiture roule, donc il n'y a pas de problème. Oui, on repartira. Donc on se paye le luxe de camper un peu, de se reposer. Donc les gars repartent. Et donc nous on fait la cuisine. Alors il nous reste plus d'eau. Et on a du vieux thé croupi, qui est croupi depuis Istanbul. Je pense que c'était un thé que j'avais fait à Istanbul. Ça fait 3 semaines que le thé est croupi, donc je filtre le thé. Et donc, je fais une sorte de soupe marocaine en lyophilisée avec notre eau filtrée dégueulasse. Mais on mange ça. Ce trip, c'est des moments de up et down. Et là, on est dans un moment de up très puissant. On vient de se faire sortir d'un très gros problème. La vie est belle, on est les rois du monde, on est les reines du monde. Tout va très bien. À l'issue de cette courte pause, les 2 cousines reprennent la route. Mais au bout de quelques minutes seulement, Laure, qui est au volant, remarque que quelque chose ne tourne pas rond. Là, pour moi, c'est le moment le plus horrible pour moi du voyage. Parce qu'en réalité, je sens le moteur caler et je coupe vite le contact en espérant sauver, parce que je comprends que c'est la courroie qui a pété, au bruit, clac. Et j'ai pas le temps de sortir la main, le moteur continue à tourner et je sais que le moteur est brisé. Et en fait, là, je regarde Aurore et je crois que c'est la fin de la route pour la voiture. Je crois qu'on est coincé ici. Mais dans la seconde, en fait. Et là, par contre, chez moi, il y a une vague de désespoir, ce coup-ci, c'est grave, parce qu'il n'y a plus la voiture. Et s'il n'y a plus la voiture, je ne sais pas ce qui va se passer. On est à 40 km du village, à peu près, à vue de nez. Le thermomètre de la voiture annonce 49 degrés. Il fait des chaleurs terribles. C'est aride, à perte de vue. Il n'y a pas de cactus, il n'y a rien il n'y a pas de choses qui puissent nous fournir de l'eau. On n'a pas de distillateur d'eau de mer. Il n'y a personne qui passe. Si on est toute seule, en fait, à perte de vue, il n'y a rien qui passe. Les 2 Françaises sont dans une situation inquiétante. Seules, sans eau, elles vont devoir prendre les bonnes décisions. Je sais très bien que dans le désert, la chaleur va tomber, parce que je me suis un peu renseignée un minimum. Je sais que un être humain ne meurt pas de déshydratation en une journée, hormis s'il commet la stupidité d'aller se balader au soleil. Donc la priorité, c'est de conserver notre eau, on économise nos forces, on ne bouge pas. Et dès que la nuit tombe, on marche. Parce que les 40 km, en marchant correctement, dans la nuit, seront tirés. Donc il n'y a pas de danger immédiat, c'est juste très, très, très ennuyeux. On est qu'au milieu du Kazakhstan, c'est que la moitié du trajet prévu. Il fait terriblement chaud, j'ai l'impression qu'on va mourir de chaud. Mais bon, objectivement, c'est pas le cas, et comme il faut de l'objectivité dans ces cas-là, on s'allonge et on attend. C'est que jusqu'ici, tant qu'il y avait la voiture, on était protégés, notre ange gardien vient de mourir. Et on est à 99% de chance sûre de ne pas pouvoir le ressusciter et de ne pas pouvoir en trouver un autre. Le truc, c'est que cette voiture, on s'y était énormément attachée. Elle nous avait protégés, elle nous avait menés jusqu'ici. C'était devenu la 3e personne qui faisait partie du voyage. Les filles tentent de garder le moral et économisent leurs forces. En fin d'après-midi, il est temps pour elles de se mettre en route. Donc on fait notre sac, on range la voiture, on claque les portes, on ferme la voiture et là on repart. On se dit bon, il y a 40 km à marcher, on va marcher. Il y a quand même cette crainte pour moi que quelqu'un nous vole la voiture. Ouais. Pour ce qu'il y a dedans. Que quelqu'un puisse rentrer et puis prendre les choses qui sont à l'intérieur. Puis même au-delà de ça, que simplement qu'il la remorque et qu'en fait on revienne le lendemain et qu'on n'ait plus rien. Et donc on a commencé à marcher et au loin on voit des phares très loin qui venaient de l'autre côté de la mer en réalité. Et tout d'un coup je me dis mais il y a une lumière là-bas, mais ça se trouve ils viennent vers nous. Donc on est en train de marcher, je sais on continue à marcher, mais ça se trouve ils viennent vers nous. On se dit bon on va attendre, on va regarder, on sait pas ce que c'est. Si c'est quelqu'un, on va essayer de lui faire des signes et de l'attirer vers nous. Et au bout d'assez longtemps,
On voit que c'est quelqu'un qui vient vers nous. Et là, on commence à avoir de l'espoir. Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que c'était les personnes qui nous avaient désembourbés le matin même. Les pêcheurs qui étaient désembourbés. La première chose qu'on demande en arrivant, c'est de l'eau. Et ensuite, Et ensuite, une fois qu'on a bu, on s'assied et on sait que les personnes vont nous conduire à la ville. Fin de la route pour Babushka Machina. Ouais, fin de la route pour la voiture. Quand il y a la grosse verte, elle nous a lâchés. Il y a le pare-choc dans le camion devant. Les soudures ont lâché. Il n'y a pas que ça qui a lâché, la courroie est foutue. De toute façon, on avait déjà plus de frein et d'amortisseur depuis 2 jours. Bon. Ouais. Cette fois-ci, la chance a souri aux 2 cousines. Elles sont remorquées jusqu'à un hôtel. Le lendemain, la voiture est amenée chez un garagiste et les nouvelles qu'il leur donne ne sont pas bonnes. En fait, quand on arrive chez le garagiste, au début, il nous dit oui, vous allez pouvoir la récupérer, aucun problème. Au bout de 4 heures d'attente, il finit par nous annoncer que ça va être plus compliqué, il faut commander des pièces à l'autre bout du pays. Et là, on dit si on a quoi d'autre comme choix pour faire les 4000 bornes qui nous séparent d'Almaty, vous avez le bus. Ok, est-ce que vous nous reprenez la voiture pour 20 € le prix du bus ? Et il négocie, il essaye de l'avoir gratuit, il essaye de nous embrouiller, et puis au bout d'un moment, il dit ok, par contre, le bus est dans 1 demi-heure, et je veux que vous soyez dégagés d'ici dans 1 demi-heure. Donc on vide la voiture à toute vitesse avec les gars qui essayent de cacher des affaires à nous pour essayer de les garder. Et au final, on arrive au bus avec nos 150 kilos de matériel, et là, on sait qu'on va enquiller 36 heures de bus. Et après, la vie continue, après le voyage continue. Après 9000 km en voiture et presque autant de mésaventures, les 2 Françaises rejoindront le Japon en avion. Elles profiteront de chaque instant sur l'île du Soleil Levant. En véritables aventurières, elles ne regrettent pas 1 minute de ce voyage catastrophe. Je dirais que le souvenir que je garde de toutes ces mésaventures, c'est que c'est ce qui fait un voyage et c'est ce qui fait un voyage intéressant. Et que sorti de là, si c'était pour faire un voyage sans histoire, moi je serais pas partie. Je vois pas l'intérêt et de toute façon c'est pas possible sur ce type d'expédition. En partant on savait très bien que ça allait galérer. Il y a d'autres choses très positives, il y a des rencontres, il y a tout ce qui est se trouver soi-même, surmonter les problèmes, tout ça c'est aussi une preuve de force, quoi, de confiance en soi. Et fondamentalement, ne voyagez pas avec une vieille voiture. Mais moi dans mon cas, personnellement, j'ai trouvé ça drôle et je recommencerai. Donc je vais pas déconseiller aux gens de vivre des galères, j'ai trouvé ça très marrant. Après la pause, un week-end sur la route de l'enfer. Donne-moi l'argent et je te laisse partir. On ne savait pas quoi faire parce qu'on était tout seuls. Parfois, on prévoit son voyage jusque dans les moindres détails et ça tourne malgré tout au désastre. Et d'autres fois, on choisit d'improviser et c'est un voyage parfait. C'est à ça que s'attendent les latino-américains Santiago et Angela lorsqu'ils acceptent l'invitation d'un ami à venir lui rendre visite à Puerto Escondido en Colombie. On ne planifie jamais rien. Non, on marche plutôt à l'intuition du moment. On était juste 2 parents un peu fous et sans aucune attente. Du genre, ok, on va faire ça. Et c'est bon, on est sur la route, on y va. Moi, je commençais à prendre des photos. J'étais tellement contente. Quand la famille quitte Bogota pour Puerto Escondido, ils ont 20 heures de route devant eux. Ils décident de partir dans l'après-midi et de rouler toute la nuit. À l'époque, les guerrieros armés sont très actifs en Colombie, alors les postes de contrôle militaire sont fréquents. Donc il commence à faire nuit vers 6 heures et tout d'un coup on arrive à un barrage routier et on nous dit « Vous ne pouvez pas aller plus loin, vous devez dormir dans votre voiture en gros ». La nuit qu'on a passée dans la voiture était terrible, c'était horrible. Il faisait si chaud et si... Humide, ouais. humide, tu vois. Trouver la bonne position était impossible. À l'aube, le couvre-feu et la barrière du point de contrôle sont levés et le couple continue jusqu'à sa prochaine étape, Medellín, la 2e plus grande ville de Colombie. Quand on est arrivé à Medellín, je ne savais pas où aller ensuite. Je cherchais ma route. Et il y avait un flic juste devant moi, alors je me suis dit que j'allais lui demander. Et je me suis retrouvé à contresens un instant. Bien sûr, le policier l'a vu. Et au lieu de m'indiquer ma route, il m'a dit « Vous avez vu ce que vous avez fait ?»
Je lui dis ok, c'est une petite infraction, mais on n'est pas d'ici. Et il a commencé à vérifier nos papiers et il a dit je vais devoir vous confisquer la voiture. Et lorsqu'il a pris les papiers, on a réalisé que notre assurance venait d'expirer la veille. Alors on l'a supplié. Oh, ne faites pas ça, s'il vous plaît. On fait juste un petit voyage, on n'a pas d'argent. Mais il était intraitable. Non, c'est pas possible. Alors que Santiago implore sa pitié, l'officier appelle des renforts. Il a appelé un autre policier et a dit « Tu sais, ce type ne me comprend pas. » Et j'ai dit « Comment peut-on arranger cette situation ?» Et le flic m'a juste répondu « Ouais, comment peut-on arranger cette situation ?» Ouais, alors il essayait d'insinuer, tu sais, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Il essayait, Non, et il y faisait allusion, n'est-ce pas? pour lui faire comprendre « Hey, j'ai besoin d'argent, alors donnez-moi et je vous laisse partir. » Et on lui a dit, vous voulez combien? Parce qu'on n'a pas tant que ça, c'est ça? Alors j'étais là à dire, prends-le. J'avais quoi, environ... Environ 20 $. 20 à l'époque, 10 000 pesos, ça faisait environ 10 $, non? C'est presque rien. Santiago a juste fait comme ça, genre « Ok ». Et le flic a dit « Non, pas comme ça. Pas comme ça. » Parce qu'il était devant d'autres flics, n'est-ce pas? Alors on devait être plus discret. Donc, en gros, on était coincés là pendant 1h30 pour 10 ou 20 $. Bon, finalement, on peut continuer. Le barrage et le pot de vin enfin derrière eux, le couple atteint Puerto Escondido, un paisible village de pêcheurs. Leurs ennuis sont enfin terminés. Enfin, c'est ce qu'ils espèrent. C'était très beau, très bien, très agréable et très tranquille. On a passé des bons moments à la plage, dans l'océan. C'était très agréable. Mais le week-end est presque fini et Santiago doit retourner travailler. La famille est à nouveau repartie pour 20 heures de route. Lorsque tu es sur la côte tous les jours, il pleut, non? On a vu cette énorme montagne de boue et on a roulé droit dedans. On s'est englué dans la boue et on ne savait pas quoi faire parce qu'on était tout seul. Personne en vue pour les aider. Santiago doit désembourber le véhicule en faisant preuve d'ingéniosité. On a commencé à mettre des grosses pierres sous les pneus de la voiture et à pousser derrière. Ça a pris encore 1 heure. Et j'ai dit, ok, ça pourrait être pire. Heureusement, ils parviennent à sortir le véhicule de la boue. Mais Santiago est usé et épuisé. Il décide de faire une sieste avant de se remettre à conduire toute la nuit. Alors qu'il cherche un endroit sûr pour se garer dans la route de montagne, En une seconde, j'ai en quelque sorte tourné de l'œil. La voiture est allée un peu sur le côté, mais la route était affaissée. Il y avait comme un petit fossé. On est allé droit dedans, on a quitté la route. Quand je me suis réveillée, j'ai tout de suite vu comme si on était juste au bord de la montagne. Comme, oh mon Dieu! Si on était tombé un tout petit peu plus loin, ça aurait été terrible. J'ai pris mon bébé dans les bras et j'ai juste dit « C'est entièrement de ta faute, Santiago. Comment peux-tu t'endormir au milieu de la route au volant d'une voiture ?» Heureusement, la voiture ne semblait pas si mal en point que ça. Les phares étaient sales, la tôle froissée, mais le reste semblait fonctionner, excepté le fait que les roues sortaient un peu de leurs axes. Mais je pensais, ok, on doit pouvoir faire marche arrière, pas vrai? Il va falloir surmonter ça. Angie était plus du genre, est-ce qu'on va s'en sortir? Surtout avec le bébé, elle avait très peur pour le bébé. Peut-être que c'est bon, je vais essayer de démarrer et de voir ce qu'il se passe. Non. Dès que j'ai démarré, la voiture s'est mise à fumer et j'ai dû arrêter. Je ne pouvais même pas bouger d'1 mètre, on était en très mauvaise posture. juste au moment où tout semble perdu, un groupe de militaires passe par là, ils parviennent à réaligner les roues et démarrent le véhicule. 10 minutes après ça, un pneu a crevé. Encore un autre problème. Ils réussissent à monter la roue de secours. À ce stade-là, quelle pourrait être la prochaine galère? La réponse arrive rapidement. Quelques mètres plus loin, la roue de secours est à son tour à plat. Par chance, 2 soldats arrivent. Pendant que l'un des 2 emmène Santiago à un garage, le deuxième reste avec Angela et le bébé. Il m'a dit, tu sais, on est une famille. Tu as le bébé là. Bloque les fenêtres, bloque tout et reste là. Et je vais voir si quelqu'un peut m'emmener à la prochaine ville ou au prochain garage. J'ai dit, ok, je dois avoir confiance et tout va bien se passer. J'ai confiance en mon mari. Je vais tenir mon bébé et c'est tout. Je vais rester dans la voiture. 1 heure plus tard, notre héros revient avec le pneu réparé.
Quand j'ai vu Santiago arriver, je me sentais soulagée. Oh mon Dieu, ok. Maintenant on continue, et peut-être que tout va bien se passer, et qu'on pourra rentrer à la maison sain et sauf. Soulagé et confiant, pensant que ce voyage cauchemardesque touche à sa fin, Santiago remonte le pneu réparé avant de repartir. 300 ou 400 mètres plus loin, poum, le pneu crève de nouveau. Le garagiste a fait un travail de merde, il n'a pas réparé le pneu. Cette fois, on n'avait plus d'argent. Il n'y avait pas de réseau de téléphone. On se demandait ce qu'on allait faire. On a commencé à faire du stop jusqu'à ce qu'une famille s'arrête. Ils ont commencé par nous dire « on ne peut pas vous aider, on ne peut pas ». Et finalement, l'un d'eux a dit « d'accord, je vais vous déposer à un endroit, c'est à environ 20 minutes d'ici ». Et ils m'ont amené à cet endroit, ils ont attendu avec moi. Ils étaient très patients, ils étaient très gentils. Ils m'ont dit « on a compris que vous n'aviez pas d'argent ». Le type du garage me proposait un pneu d'occasion et la famille qui m'avait déposé là m'a donné un peu d'argent pour l'acheter et j'ai pris leur contact pour les rembourser plus tard. Dans la voiture, c'est une mère stressée et un bébé en pleurs qui attendent le héros qui a beaucoup tardé à revenir. J'étais livrée à moi-même. Une femme avec un bébé de 6 mois dans les bras. Et j'étais vraiment très en colère. J'essayais de me calmer, mais je comptais les secondes. Chaque minute était importante pour moi. Il faisait plus de 40 degrés. J'étais en sueur. Ma petite voulait autre chose que simplement le lait maternel. Mais je n'avais pas d'eau. Rien d'autre. Pas même de la nourriture. Et je me suis dit, ok, c'est bon, on va mourir ici. Mais encore une fois, Santiago revient, cette fois avec un nouveau pneu de marque. On a continué le voyage. À un moment, je me sentais de nouveau fatigué. J'ai dit à Angie, je crois que j'ai besoin de dormir. Et elle m'a dit, oh, tu vas pas dormir? Je crois que j'ai besoin de dormir. On s'est arrêté pendant environ 10 minutes et puis on est arrivé. Le lendemain, à 5 h du matin, retour au boulot. Et c'est toujours amusant d'avoir quelque chose qui t'arrive. Tu peux le raconter aux gens. C'est une expérience forte, penser qu'on est seul au monde et finalement rencontrer des gens qui nous aident. C'était une grande expérience en fait. Bon. On a eu notre leçon, c'est sûr. Ouais. Si demain je devais le refaire, eh bien, je le referais. Pourquoi pas? Ouais. Ouais, c'est pas elle qui conduit. Dans un instant, vous découvrirez comment un déluge indien peut faire chavirer tout un voyage. J'imaginais qu'on retournerait plus jamais en France, quoi. Que voilà, qu'on n'allait pas s'en sortir. Voyager sur les terres de ses ancêtres avec l'élu de son cœur, aller à la rencontre de la population pour retrouver ses racines et vivre une expérience forte. C'est le voyage qu'a voulu faire Incia avec son fiancé Julian. L'Inde, c'est un pays qui passionne ce couple de voyageurs. Ils en connaissent déjà de nombreux aspects. L'année dernière, ils choisissent d'y retourner et de découvrir à pied une partie de la région du Cachemire. Nous, on s'est rencontrés en Inde, déjà, donc c'est quand même important. Et puis, ça faisait presque un an et demi qu'on était en France. Et forcément, ça manque, le voyage, l'aventure. Et on avait décidé de faire un trek d'une semaine dans le Cachemire qu'on a préparé à l'avance, qu'on a mis du temps à préparer, qu'on attendait avec impatience. Le couple arrive à Srinagar, dans le nord-ouest de l'Inde. Une ville construite au bord du lac Dal et très prisée des touristes pour son environnement enchanteur. Mais dès leur arrivée, Julian et Incia ont une mauvaise surprise. En fait, le jour où on arrive, il y avait une pluie battante. On s'attendait pas du tout à ça. On avait regardé pas mal de photos, de vidéos et tout, avec un grand soleil, des paysages magnifiques et tout. Donc déjà, moi j'ai eu un petit choc en arrivant en disant c'était pas très engageant dès le départ, mais surtout dû au temps en fait. La météo catastrophique gâche le début du séjour, mais les deux amoureux ne se découragent pas pour autant. Ils comptent sur le trek prévu le lendemain pour découvrir enfin la beauté des lieux. On avait prévu de partir très tôt. Et puis en fait, le soir, on était dans la chambre d'hôtel à tourner autour du lit. On se disait non, mais c'est pas possible. On peut pas passer 5 jours dehors sous la pluie, à dormir sous la pluie. C'est pas possible. Et donc on s'est dit on décale un peu, on attend de voir en fait. On s'est dit peut-être qu'on a un peu de chance et que le lendemain il va arrêter de pleuvoir et qu'on va pouvoir partir.
Sauf que le lendemain matin, en se réveillant, il continue. Enfin, le temps, c'était le même. Voilà. Les magasins étaient un peu fermés, il n'y avait personne. C'était pas très sympa. Donc en fait, on s'est baladé dans la ville, on a fait tout ce qui était possible de faire, mais encore une fois sous la pluie. Donc on a fait le tour du lac. Enfin, c'était voilà, sous un kawaii, sous des parapluies et tout ça. La pluie tombe sans arrêt et en fin de journée, le couple apprend que le gouvernement vient de déclarer toute la région du Cachemire en alerte rouge. Il se trouve que l'alerte rouge est lancée partout dans la région et impossible de partir. Donc là, on se dit c'est nul, c'est dommage, mais après, on se dit s'il y a une alerte rouge, on reste là et heureusement qu'on n'est pas parti la veille parce que sinon on aurait été un peu bloqué. On est très déçus. On mettait beaucoup d'espoir en fait, en gros, dans ces jours-là. On était super contents d'aller en Inde et tout ça, un peu excités de faire ce trek-là. Et voilà, on avait passé déjà 2 jours un peu tristes. Et là, c'est le côté, voilà, cette fois c'est sûr, c'est annulé, on rentre et puis on a réellement perdu des jours de vacances. Bon voilà, mais au moins on n'est pas parti, au moins on n'a pas fait l'erreur de partir et de rester bloqué. Le déluge continue et aucune amélioration n'est prévue dans les jours à venir. Julian et Incia décident donc de prendre le premier avion en direction du sud pour profiter un peu des jours de vacances qui leur restent. Le lendemain matin, moi je sors de l'hôtel et je vais à l'endroit où on avait vu qu'il y avait tous les taxis en lui disant demain matin, il faut qu'on réserve un taxi pour 5h du matin, je sais plus exactement, pour aller à l'aéroport. Et en fait, je sentais qu'il y avait une espèce d'excitation qui n'était pas celle de d'habitude. Ça fourmillait de monde un petit peu, il y avait des voitures qui partaient, il commençait à y avoir des bouchons. Et là, ils me disent, non, c'est impossible, je peux absolument pas t'amener à l'aéroport demain matin. Donc j'essaie d'insister et de comprendre un peu plus et tout. Et là, je comprends que c'est réellement pas possible et que vraiment les routes sont bloquées. Voilà, on voyait les gens un peu paniqués, plein de policiers dans la rue. Voilà, je me suis douté qu'il y avait un truc qui allait pas et j'ai tout de suite compris qu'on n'aurait pas notre avion, quoi. Il y a des bus, des voitures, des taxis, il y a une excitation folle. Et donc là, moi c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, quoi. Donc on nous a dit d'aller au centre de tourisme pour savoir s'ils avaient prévu des cars pour les touristes pour qu'ils aillent à l'aéroport malgré tout. L'eau commence à envahir les rues et le couple progresse avec difficulté jusqu'au centre de tourisme. Mais là, mauvaise surprise, ils trouvent porte close. Et là, on s'est dit, y a personne pour nous aider, ça va être compliqué, quoi. On rentre à l'hôtel et on se dit, de toute façon, pour aujourd'hui, en gros, c'est mort, on peut rien faire de plus que ce qu'on a déjà fait. Donc on va passer la nuit à l'hôtel et en espérant que demain, l'eau soit redescendue, etc. Moi, toute la nuit, je suis restée réveillée et j'ai vu l'eau monter petit à petit. Toutes les heures, je voyais que ça montait. Moi, j'ai trouvé ça assez angoissant parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait finir. Il y avait de l'eau partout, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'électricité et il n'y avait pas Internet, il n'y avait aucun moyen de communication. Donc c'est-à-dire qu'on est au milieu on est dans une région de l'Inde qui est déjà assez pauvre, dont les infrastructures sont assez mauvaises. Et en plus, là, donc du coup, elles ne marchent plus du tout, on n'a plus aucune communication avec l'extérieur. Bloqués dans leur hôtel, sans aucune communication avec l'extérieur, Incia et Julian réalisent que la situation est grave. Le moral de la jeune fille est au plus bas. J'imaginais qu'on ne retournerait plus jamais en France, quoi. Tout simplement. Que je ne reverrais plus ma famille, que je ne reverrais plus mes amis, qu'on avait été complètement abandonnés à notre sort et que personne ne viendrait nous aider et que qu'on n'allait pas s'en sortir. Et là, en fait, heureusement, dans la maison d'à côté, il y avait donc une voisine qui était d'origine du Cachemire. Et elle a eu, je ne sais pas exactement comment, l'information qu'il y avait un endroit qu'on pouvait rejoindre et qu'en bateau, des policiers nous amèneraient vers un héliport parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre moyen d'aller à l'aéroport. Ces nouvelles informations redonnent de l'espoir aux 2 Français. Ils décident de tenter de quitter la ville en affrontant les inondations. Voilà, on part. Donc en fait, on est parti le lendemain matin à 5h du matin, en laissant les 3/4 de nos affaires à l'hôtel, elles doivent toujours y être d'ailleurs. Et en redescendant, on est arrivé à ce fameux checkpoint où là il était, je sais pas,
6h du matin ou quelque chose comme ça. Et voilà, on nous dit d'attendre ici parce qu'à midi, a priori, vont commencer les allers-retours de bateaux vers l'héliport. Et en fait, de 7h du matin, de 6h ou 7h du matin, on est arrivé là jusqu'à midi, on a vu les gens commencer à affluer en fait, ici. Et au début, on était une dizaine, et à la fin, on s'est retrouvés à beaucoup plus. On était 150, Voilà. 200 quoi. Avec des enfants, des personnes âgées. On a pris l'ampleur du phénomène en voyant aussi ces gens-là. La police a réquisitionné les bateaux habituellement utilisés pour visiter le lac. Lentement, l'évacuation vers l'héliport commence. Moi, quand je suis monté dans ce bateau, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, quoi. Et là, en fait, on voit un peu, encore une fois, l'ampleur du truc où les routes où on avait marché 2 jours avant étaient complètement sous l'eau. Et on était en bateau sur les routes sur lesquelles on avait marché la veille. Ça a été un moment assez fort parce que, en fait, on est sorti de cette cohue où tout le monde voulait prendre des bateaux, il y avait plein de gens qui étaient un peu paniqués et tout. Tout d'un coup, on s'est retrouvés dans un silence total, comme si on visitait le lac. On s'est dit, c'est bon, on rejoint l'héliport. On était vraiment super bien, c'était un moment très agréable. Avant qu'on s'aperçoive qu'en fait, en arrivant, on n'était pas les seuls à avoir eu l'idée de venir à cet héliport. En effet, en arrivant à l'héliport, le couple est sous le choc. Près de 15 000 personnes se massent devant les grilles en espérant pouvoir être évacuées. On arrive dans ce camp-là, on se rend compte que c'est impossible, qu'en fait, on se dit, il y a 8-9 hélicoptères par jour qui prennent 20 personnes. Et on fait le calcul, quoi. Et en fait, on se dit, mais on est là pour des mois et des mois, quoi. On se rend compte qu'il y a une espèce de queue de VIP, quoi. Où mais réellement, c'était écrit VIP. En gros, c'était pour les familles de militaires. Donc, qui pouvaient rentrer par ici. Donc, en gros, si on pouvait montrer patte blanche, on pouvait rentrer et donc accéder à l'hélico avant tout le monde. Julian et Incia tentent le tout pour le tout et mettent en avant leur statut de touristes pour tenter d'accélérer leur évacuation. Et ça marche. Ils pénètrent enfin dans la zone d'embarquement. Il fallait laisser rentrer les touristes, il fallait les faire partir. C'est assez cynique comme situation. Pour moi, ça a été un peu dur, surtout que, en plus, moi, je devais prouver que j'étais quand même française parce que ça se voit pas comme ça a priori. Donc moi, je me suis un peu collée à Julian et puis je montrais mon passeport quand il avait besoin. Le couple est partagé entre ce malaise et l'espoir de quitter la zone inondée. À quelques mètres de là, les hélicoptères continuent leur rotation. On voyait les hélicos qui partaient et qui venaient. Et le général, a priori la personne qui s'occupe de l'organisation des évacuations, vient nous voir pour nous dire, en gros, vous êtes en priorité. Encore une fois, voilà. Vous êtes en priorité pour être évacué. En revanche, là, la nuit va presque tomber, donc il n'y a plus d'hélicoptères qui partent pour ce soir, donc vous allez dormir là. Donc franchement, à ce moment-là, on se dit tant pis, quoi. C'est cool, on dort là et puis on part demain matin. L'endroit était super calme. Il sait qu'on est là, il y a peu de monde dans l'héliport, donc on s'est dit on va aller là demain matin, on va partir et c'est fini. On passait du désespoir total à l'espoir retrouvé tout le temps, comme ça. Et là, effectivement, le lendemain, quand on s'est réveillé, l'espoir s'était complètement perdu. À nouveau, puisque pendant la nuit, les gens avaient réussi à rentrer à travers la grille. On se réveille avec des gens qui crient, une émeute sur le tarmac. Ils avaient peut-être été effectivement aussi frustrés de voir des étrangers passer devant eux. Il y avait vraiment une tension en fait à ce moment-là, le matin. Et donc, à nouveau... On se sentait limite en insécurité parce qu'effectivement, nous, on était passés devant et on comprenait tout à fait que les gens trouvaient ça complètement injuste et ils avaient complètement raison. Les deux Français parviennent à se faufiler dans la foule pour retrouver le militaire qui leur avait promis une évacuation rapide. Et là, en fait, il nous dit « Non, mais là, vous voyez bien que je suis occupée à autre chose, j'ai vraiment pas le temps pour vous, je suis désolée. Il y aura peut-être même pas d'hélico, donc arrêtez de venir me voir, laissez tomber. Là, vous voyez que je suis occupée, c'est la crise, les gens manifestent, je peux pas m'occuper de vous. » Voilà. Les militaires ont commencé à se retirer du tarmac en disant de toute façon c'est l'anarchie, on ne peut plus rien contrôler, c'est fini, il n'y aura pas d'hélico aujourd'hui. Il y a un moment, on est en train de monter des plans, on va aller rejoindre l'aéroport à pied, comment on va faire, on va nager, on va mettre nos passeports dans un sac imperméable. Enfin, on commençait à partir dans des plans mais complètement irréalistes parce que je pense que c'était pas possible.
Il ne reste plus qu'une solution, attendre que la situation se débloque. Les touristes se sont regroupés et tentent de se soutenir moralement. Donc quelques heures après, je ne sais pas vraiment si le calme était redescendu, mais en tout cas, il y a un hélico qui se pose. Et là, les gens commencent à... Une espèce de foule qui rentre dans l'hélico. Ce premier hélico s'en va avec 20 personnes. On se dit, encore 20 personnes. Bon. Et là, je sais pas trop comment, le deuxième hélico se pose. Et là, on se prend, et on rentre. On a réussi à être dans la file qui partait, Voilà. Je sais pas encore comment on a réussi à faire ça, alors qu'on était des milliers à vouloir y monter. C'est une espèce de grosse émotion où en fait on se relâche là où on sait réellement que c'est bon. Parce que même si... là c'est bon, il ne peut rien nous arriver d'autre. On a du mal à réaliser encore qu'on est sauvés, quoi. Voilà. Après, on a vu dans l'hélico, on voyait toute la ville complètement sous l'eau. Ah, c'était horrible. On voyait des gens qui levaient les bras sur les toits. Encore une fois, c'était ce sentiment-là on est super content parce qu'on est dans cet hélico. Mais il y a une espèce de tristesse en même temps qui est de constater l'ampleur des dégâts et voilà, on sait que pertinemment il y a des gens qui sont là et qui vont y rester et qu'il y a encore 14 000 personnes qui sont en train d'attendre l'hélico. Il y a une espèce de double émotion comme ça qui est assez étrange à vivre, quoi. Cette inondation est l'une des catastrophes les plus meurtrières qu'ait connue la région. Conscients de leur chance, Julian et Incia savent aussi que ce voyage les a profondément transformés. Il y a des choses qui ont changé, quoi. Et du coup, ça fait un peu ce côté... c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est quand même la vérité. C'est-à-dire qu'on relativise sur ce qu'on vit, sur les problèmes qu'on a au jour le jour, sur les trucs, voilà. Je pense qu'au final, ça renforce un peu le caractère, quoi. Ça endurcit un peu, et ça... Voilà. Dans un instant, vous découvrirez qu'il est très facile de se perdre en pleine jungle hondurienne. Ce n'était vraiment pas un chemin. Alors ils l'ont dégagé avec leurs machettes. Tu peux te dire que personne n'a jamais fait ça. On ne pouvait pas être plus en dehors des sentiers battus qu'à cet instant. Découvertes par les grands explorateurs et les missionnaires, les destinations exotiques sont devenues au fil du XXe siècle de plus en plus populaires. Elles offrent la possibilité de s'échapper du confort de la vie moderne et offrent une chance de savoir qui l'on est vraiment. C'est exactement ce que Kathleen recherche lorsqu'elle entreprend un voyage dans une région reculée du Honduras en 2008. Il est regrettable que les médias dépeignent certaines régions du monde comme dangereuses, car ça décourage beaucoup de personnes d'y aller. Mais d'un autre côté, ça peut être une bonne chose, car j'aime aller dans des endroits pas très populaires. En choisissant le Honduras, Kathleen ne fait pas les choses à moitié. Les Nations Unies le considèrent comme le pays le plus dangereux du monde. Après l'arrivée dans la capitale, Kathleen et ses deux amis décident d'explorer la côte des Mosquitos, la partie la plus à l'est du Honduras. À chaque étape du chemin, il était toujours question de déterminer ce qu'il fallait faire ensuite. Mais tout ce que tu as à faire, c'est parler aux gens. Comment aller sur les côtes des Mosquitos? Jusqu'où pouvez-vous m'emmener? Et ensuite négocier le prix. À Tocoa, Kathleen et ses amis sont encore loin de leur destination finale et déjà hors des sentiers battus. Elles ont besoin d'un moyen de transport pour se rendre à la prochaine étape de leur voyage. Leur seule option possible implique un parcours périlleux. Le chauffeur du camion avait mis quelques planches à l'arrière de sa camionnette pour qu'on puisse s'asseoir dessus. Il y avait juste quelques planches et elles n'étaient pas attachées du tout. Et j'étais dans le pire endroit, très proche de l'arrière du camion, près de la trappe arrière, dans l'angle. Et à chaque fois qu'on prenait une bosse, les planches sautaient et je devais vraiment m'accrocher pour rester en vie et ne pas basculer à l'arrière du camion. Et on a parcouru des routes terribles, avec d'énormes nids de poules et parfois des inondations. Les routes étaient inondées, mais on les passait quand même. J'ai appris le mot miedo pour dire peur. Et je n'arrêtais pas de dire « tengo miedo ». Soudain, la route s'arrête au milieu de nulle part. De là, leur destination n'est accessible que par bateau. On avait juste à trouver quelqu'un pour avoir un bateau, pour nous emmener plus loin. Le bateau-taxi est le moyen de locomotion le plus populaire de la région.
Les voyageuses ne mettent donc pas longtemps à trouver un capitaine. Le lendemain matin, elles se dirigent vers l'un des villages les plus reculés d'Amérique centrale. Il était très lent. Alors tu t'asseyais et la seule chose à faire, c'était regarder autour de toi. L'eau était marron et sale. Il y avait plein de déchets et d'autres trucs qui flottaient. Mais tout était si différent et passionnant, pour moi. Vers midi, leur voyage paisible est interrompu par des turbulences. Leur bateau arrive à une embouchure, là où l'eau douce retrouve l'eau de mer. Le canal devenait de plus en plus large et on pouvait voir la grande étendue d'eau et les assez grosses vagues. N'oublions pas qu'on était dans une sorte de canot. Kathleen est un peu préoccupée car elle a lu que ces eaux pouvaient s'avérer très dangereuses à certains moments de la journée. J'avais lu qu'il ne fallait pas essayer de traverser ce passage après-midi en raison des marées et des eaux agitées. Mais on a décidé de le faire quand même. Les vagues devenaient de plus en plus grosses. Le bateau allait de haut en bas. On s'accrochait et on avait peur. L'eau nous éclaboussait. Je crois qu'il y a eu 5 grosses vagues. Et elles étaient de plus en plus fortes. Et la dernière nous a renversés. Les touristes se retrouvent à l'eau, prises par la force du courant. Mais Kathleen garde son sang-froid. Il y avait un banc de sable pas très loin et j'ai nagé jusque-là. Les 3 amis finissent par atteindre la terre ferme. Pendant ce temps, le guide a réussi à rester sur le bateau et tente de récupérer leurs bagages tombés à l'eau. On les a retrouvés. Quelques affaires étaient mouillées. Beaucoup de choses étaient plutôt humides. Mais c'était pas grave, mon appareil photo fonctionnait toujours, rien n'était perdu. On avait des sacs étanches pour les objets de valeur. Il y avait juste nos vêtements qui étaient sales et trempés. C'était pas grand-chose. Une aventure qui aurait pu tourner au drame, mais qui, heureusement, a causé plus de peur que de mal. Mais les galères sont loin d'être terminées. Toujours au milieu des eaux turbulentes, les voyageuses vont faire face à un sérieux dilemme. Juste avant, on était déjà sur des eaux agitées. Mais là, on était carrément dedans. Et ça continuait. Les voyageuses réussissent à traverser les eaux agitées de la baie, mais elles se retrouvent dans un endroit inconnu, perdu et isolé. Quand on est passé devant quelques maisons, les fenêtres étaient juste des sortes de trous dans les murs. Et il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de personnes ici. Les enfants ont couru sur le rivage pour voir passer le bateau, parce que je suppose que les bateaux passent rarement par ici. Et le capitaine du bateau n'avait pas l'air de bien connaître cet endroit. Et on a réalisé qu'on était perdus. Et on n'était même pas sûr qu'il y avait encore un chemin quelque part. Mon ami a crié « Donde estamos ?» Les enfants étaient vraiment mignons. Et l'un d'eux nous a crié en retour le nom du village « Tocamacho !» Et ils paraissaient tous grands et virils. Alors qu'ils étaient tous petits, genre 6 ans ou quelque chose comme ça. Les voyageuses décident d'abandonner leur guide et d'explorer ce petit village. Escortées par les enfants, elles vont à la rencontre des villageois. L'un d'entre eux leur propose de les emmener directement à leur destination, la Mosquitia. C'était une jungle très épaisse. J'étais vraiment excitée par cet environnement. Dès qu'on est arrivé, le chef du village a voulu nous faire signer un livre d'or et qu'on fasse un don. Les dernières personnes venues ici étaient passées il y a plusieurs mois. Et chaque fois qu'il y avait des visiteurs, c'était toujours avec plusieurs mois d'intervalle. Ça donne une idée de leur isolement. Ils nous ont apporté une lampe à néon reliée à une batterie de voiture pour que nous puissions avoir de la lumière dans notre chambre cette nuit-là. Parce qu'on était des invités de marque et personne d'autre n'avait ça ici. C'était en quelque sorte la lampe du village, donc c'était très spécial. Les forêts denses de la Mosquitia sont protégées par l'UNESCO qui les a inscrites au patrimoine mondial. Les visiteurs sont invités à profiter des nombreux sentiers de randonnée de renommée internationale. Avec 2 guides, Kathleen propose d'explorer ces forêts sauvages à pied. La jungle était si épaisse. On ne pouvait pas voir bien loin devant nous, ni même simplement apercevoir le ciel. Ce n'était vraiment pas un chemin. Alors ils l'ont dégagé avec leurs machettes. C'était vraiment très excitant pour moi. Tu peux te dire que personne n'a jamais fait ça. On ne pouvait pas être plus en dehors des sentiers battus qu'à cet instant.
Les images et les sons de la jungle hondurienne ont laissé une trace indélébile dans la mémoire de Kathleen. Mais c'est avant tout les gens qu'elle a rencontrés là-bas qu'elle n'oubliera jamais. Et si je pouvais y retourner, j'aimerais apporter des cadeaux pour tous ces gens. Des petites choses comme des graines qui pourraient changer leur vie et qui changeraient vraiment les choses pour eux. Ce ne serait pas si difficile pour moi de le faire et ça ferait une grande différence pour eux.